lunch est pas. Parfait. Parfait. Ça va être terminé pour une heure, ça va être une demi-heure pour les questions. Puis, non? Oui, possiblement que les gens vont peut-être se terminer. Ça, c'est. Oui. Ça fait bien ça, Marie-Hélène. Julie, c'est toi qui m'as crié. Ah tiens, tantôt, elle cherchait du savon. J'avais l'air J'étais comme, on dirait quelqu'un. On dirait que l'ascenseur m'a appelé. Puis quand même, les gens arrivent. Là. Ils veulent être sûrs qu'on considère qu'ils sont tous à gauche. Ah oui, c'est ça qu'elle dit. Ouais, l'autre, elle n'avait pas allumé. Ouais, c'est un peu long jusqu'à 10, j'attendrai 7-8 mettons. Tu sais, juste je sais qu'il y a du monde qui m'ont dit je vais venir et qui sont en train de se prendre d'abord. Jacques, entre autres, m'a dit qu'il serait là ce midi. Parce que moi, tout le monde à qui j'ai parlé là, dans les derniers jours, je leur disais, tu sais que jeudi, on a regardé. Tu sais pas ça? Non. Ah oui, contre la Oui. On est pas loin du village. On prend nos lunchs souvent. Au moins, on contribue à la qualité de certains restaurants. Parce que oui, il y a bien besoin, en effet. En effet. Dans 2 minutes, ça me va dire ça commence dans 2 minutes. J'ai vu des gens arriver qui ça va commencer. Ça va finir aussi. Mais là, jusqu'à présent, là, notre antagoniste n'est pas là. De toute façon, ça s'est représenté interne parce que dans notre jour, c'était 36.
On commence maintenant. C'est là ton cue. Alors bonjour tout le monde. Dans un premier temps, je voudrais vous remercier de venir ici sur votre heure de dîner puis de venir écouter la conférence qu'on a préparée dans le cadre de la journée du 17 mai, la journée internationale contre l'homophobie puis la transphobie. On assiste dernièrement à une montée du discours haineux. On a vu là, des faits divers montés en épingle là, par soit les gouvernements, mais surtout la droite. On a vu des manifs transphobes, on a vu des drapeaux brûlés dans les écoles, on a vu des gens battus pour leur orientation sexuelle, leur identité de genre. Et on s'est dit, il faut qu'on parle de cette montée du discours haineux-là, il faut qu'on parle de la montée de la droite. Et du fait que ça amène des conséquences pour les gens qui sont discriminés en particulier, puis en partie, parce qu'il y a plusieurs catégories de discrimination, mais en partie là, pour la communauté LGBT. Donc, ce midi, on a invité quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps, la CSN, avec qui on travaille, et à la table contre l'homophobie et la transphobie, de la table nationale là, dans les réseaux de l'éducation, et aussi à Savie, qui font une étude large et à laquelle on a participé et contribué, et qui nous enrichissent de données probantes pour qu'on ait des statistiques puis qu'on soit en mesure de bien comprendre la réalité des personnes de la communauté et de ce qu'ils vivent comme difficulté ou en tout cas. Donc, on a invité ce midi quelqu'un qui s'y connaît bien en la matière, Martin Blais, qui est professeur de sociologie, titulaire du département de sexologie à l'Université du Québec à Montréal et titulaire de la chaire de recherche sur la diversité sexuelle et la pluralité de genre. Monsieur Blais s'intéresse principalement aux enjeux relatifs à la diversité sexuelle et à la pluralité de genre, ainsi qu'aux facteurs sociaux qui influencent le bien-être et la santé des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres ou queer. Ces travaux de recherche portent plus spécifiquement sur les formes d'inclusion et d'exclusion sociale qui touchent les personnes LGBTQ+, et qui influencent leur bien-être, leur développement harmonieux et leur santé. Donc, je vais vous céder la parole et je vous remercie d'avoir accepté de venir nous parler ce midi, M. Blais. Merci pour l'introduction également. Merci Marie-Hélène Bonin pour m'avoir aussi invité, briefé, et, voilà, pour avoir pris du temps en vue de la préparation de cette conférence midi. Vous pouvez juste vous approcher, un peu plus proche, ouais. C'est mieux comme ça? Oui. Alors voilà, donc je vais vous parler de la montée des discours anti-LGBT, de la résistance aux politiques inclusives et en fait des formes qu'elles prennent. C'est vraiment en fait des... j'ai envie de dire des réflexions préliminaires, en fait, en vue d'un projet qu'on est en train de construire. Donc, je vais vous en faire part. On pourra en discuter, mais peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, je voudrais rappeler les résultats de l'enquête de l'étude québécoise sur les rapports sociaux dans un contexte scolaire, de travail et dans la communauté qu'a mené l'Institut de la statistique du Québec. En fait, qui est une enquête sur l'intimidation. Donc, plus de 21 000 personnes entre août 2022 et février 2023 ont participé à l'enquête. Alors, les enquêtes produites par l'Institut de la statistique du Québec ou Statistique Canada sont vraiment les enquêtes, en fait, les plus robustes dont on dispose. C'est les données les plus solides, les plus crédibles auxquelles on a accès. Et cette enquête sur l'intimidation, elle a montré, en fait, si vous regardez le graphique de gauche, que les personnes de la diversité sexuelle, les personnes LGB+, étaient en moyenne 2,1 fois plus susceptibles de rapporter vivre de l'intimidation dans tout contexte, que ce soit à l'école, en milieu de travail ou dans les communautés at large en général. Donc, 2,8 fois plus. Et quand on pense aux personnes de la diversité de genre, donc les personnes trans ou non-binaires, en fait, c'était 3,1 fois plus que les personnes cisgenres, donc les personnes non trans. Et l'intimidation, en fait, était définie d'une manière très précise. C'était donc des actes répétés vécus sur une base mensuelle. Donc, vraiment, ce qu'on peut imaginer, ce qu'on appelle aussi le harcèlement en milieu de travail. Voilà. Donc, harcèlement en milieu de travail, intimidation à l'école. Donc, on voit un peu le phénomène. Je pense que c'est important de le rappeler parce que
Les discours auxquels on assiste, en fait, viennent en partie légitimer ce type de comportement négatif dans nos milieux de vie et malheureusement les perpétrer et les perpétuer. On reprend cette enquête dans les communautés, je m'excuse, c'est la 2 secondes de pub, mais on reprend cette enquête dans les communautés LGBT québécoises actuellement. Alors, j'ai mis le lien pour participer juste en bas ici. Voilà, pour mieux comprendre, en fait, les nuances et les subtilités de ces manifestations-là dans différents sous-groupes qui vont être, nous, notre objet d'analyse, ce qui n'était évidemment pas l'objet de l'enquête de l'Institut de la statistique. Pardon. Alors, cette conférence, elle prend place aussi dans un contexte. On est à la veille de la Journée internationale contre l'homophobie ou la transphobie, ou la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie, donc qui a été en fait imaginée par la Fondation Émergence initialement, donc en 2003, qui s'est généralisée depuis la date du 17 mai, en fait, une référence au 17 mai 1990, date à laquelle l'Organisation mondiale de la santé a retiré l'homosexualité de sa liste des maladies mentales. Alors, c'est une journée donc qui nous donne l'occasion de sensibiliser le grand public aux enjeux de la diversité sexuelle et de genre et de prendre des actions pour rendre le monde plus inclusif à la diversité sexuelle et de genre. Cette année, la campagne de la Fondation Émergence, en fait, c'est dénoncer les idées dépassées. Quand les droits des personnes LGBTQ+ reculent, dit la Fondation, c'est toute la société qui revient en arrière. Donc, peut-être que vous avez vu passer leur matériel. Ils ont produit un agenda LGBTQ-phobe, en fait, qui recule dans le temps, donc qui commence le 31 décembre et qui recule jusqu'au 31 janvier. Et pour chacune des dates, presque à tous les jours, dans cet agenda, on voit qu'il y a eu des propositions de projets de loi pour faire reculer les droits, pour mettre fin à l'égalité juridique ou sociale des communautés LGBTQ2+, par exemple, à travers le monde. Donc, c'est très diversifié, donc c'est vraiment un bel outil que je vous invite à consulter. Vous allez voir que ces menaces de recul, elles sont bien réelles. À ma connaissance, on n'a pas de données similaires pour le Canada et on peut penser que l'ampleur du phénomène n'est pas du tout équivalente à ce qui se passe aux États-Unis. Mais aux États-Unis, vous voyez qu'il y a, en 2023, plus de 500 projets de loi qui ont été déposés contre les droits LGBTQ+, de manière générale. Évidemment, la proportion de ces lois qui sont adoptées reste plus faible. On est en deçà de la centaine, mais c'est quand même assez inquiétant, évidemment. Et ce qu'on voit, en fait, c'est qu'il y a vraiment une tendance à la croissance de ces projets de loi. Et on voit aussi que plusieurs sont des projets de loi spécifiquement contre les communautés trans et non-binaires. Au Canada, on n'a pas de données similaires, mais on voit quand même plusieurs articles à travers les différentes provinces, en fait, qui évoquent la montée de la haine anti-LGBTQ2. Des manifestations sont organisées, vraiment des actes de violence, donc on en voit assez régulièrement. Là. Parfois, je mets des images un peu plus confrontantes dans mes diapos, mais je vous épargne ça. Mais tout le monde sait ce que ça veut dire aussi, la violence physique, et comment ça se traduit. Alors, il y a différents sujets qui ont fait controverse, dont je ne pourrais pas plonger à l'intérieur, en fait, de chacun de ces sujets, mais vous les reconnaissez sans doute. Si vous avez des idées, d'ailleurs, j'essaie de garder une petite liste à jour, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Évidemment, il y a l'heure du compte drague, hein, on en a beaucoup entendu parler. L'éducation à la sexualité inclusive, qui commence à être de plus en plus remise en question, qui pourtant semble être une question assez évidente il y a quelques années. Donc, c'était évident que notre éducation à la sexualité devait être inclusive, devait préparer les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels à avoir des rapports sexuels sécuritaires, par exemple. Il n'y a rien de ça, en fait, qui faisait vraiment débat. Et là, maintenant, de plus en plus, notamment à travers les questions de remise en question des stéréotypes de genre, d'une éducation plus ouverte sur la diversité de genre. Là, on voit que des résistances se manifestent de plus en plus.
On voit aussi émerger, on l'a vu d'abord en Floride, on le voit maintenant également dans certaines provinces canadiennes, émerger la question du dévoilement forcé aux parents de l'identité de genre ou de l'orientation sexuelle des jeunes, souvent sous le couvert du droit des parents à savoir, à être informés. Donc, évidemment, ce qui constitue aussi un certain revirement par rapport à la vision qu'on avait de l'école comme un espace d'expérimentation sécuritaire, un espace sécuritaire là où le milieu familial ne l'est pas toujours. Donc, ce dévoilement forcé dont on parle de plus en plus place l'école dans une étrange position, place les jeunes dans des situations d'insécurité et possiblement de violence aussi. C'est aussi le moment où je rappelle toujours qu'entre 25 et 40 % des jeunes en situation de rue sont des jeunes LGBTQ. Ces jeunes-là ne sont plus dans leur famille pour différentes raisons, soit parce qu'ils ont été, encore aujourd'hui, mis dehors de leur famille, ou soit parce que le climat familial leur a laissé entendre que la famille n'était pas un lieu sécuritaire pour eux et elles. D'autres sujets qui font controverse, la question des pronoms. Alors, on en a beaucoup entendu parler en août et septembre dernier, autour de Mix Martin notamment. Donc, on a entendu aussi les politiciens se prononcer, on a entendu toutes sortes de choses sur la question. La question de l'inclusion des personnes trans dans les espaces traditionnels genrés est également une question qui revient assez régulièrement et fait controverse. Donc, on parle évidemment des toilettes. Décidément, on n'aura jamais autant parlé de toilettes. Les vestiaires dans les sports, les prisons, les centres de femmes. Donc, ça fait, dans les milieux de travail. On y reviendra. Il y a aussi la question de l'accès aux soins de santé pour les mineurs et la question de la transition, de la détransition. Donc, il y a beaucoup de questionnements sur l'âge, notamment sur l'autonomie, sur la capacité à consentir. Donc, tous ces discours mobilisent en fait des façons de présenter l'information qui font controverse. La question de la gestation pour autrui également fait partie des sujets qui font controverse. La gestation pour autrui qui est notamment utilisée par des couples masculins pour accéder à la parentalité. Donc, ce n'est pas les seuls, mais ça en fait partie. Et donc, c'est aussi un des sujets qui est pris à partie un peu pour dénoncer ce que certaines personnes appellent un agenda LGBT, auquel la Fondation Émergence répond à travers sa campagne par un agenda anti-LGBT. Donc, en fait, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est que les droits LGBT sont vraiment perçus comme une menace. Alors, une menace à quoi? Une menace pour les enfants, une menace envers les femmes, une menace envers la famille, une menace envers la nation également. Je vais vous donner différents exemples. Encore une fois, si vous en avez, vous pouvez m'en envoyer. C'est un travail en cours de construction. Alors, la question, en fait, de l'enfant vulnérable, qui est vraiment comme un peu une figure qu'on brandit pour s'opposer à l'avancée des droits, c'est vraiment cette idée, en fait, que l'intérêt de l'enfant doit primer. Donc, l'intérêt de l'enfant doit primer. Et ça veut dire arrêter l'éducation à la sexualité inclusive. Ça veut dire arrêter les soins transaffirmatifs auprès des mineurs. Donc, en fait, souvent, dans ce discours, ça veut dire beaucoup de choses, mais c'est toujours stopper l'avancement des droits LGBT parce qu'il y a un enfant vulnérable à protéger. Évidemment, en fait, l'historique de l'avancement des droits, ça a été de se dire, avant d'être des adultes LGBT, les personnes ont été des enfants également. Et elles n'ont pas été protégées dans les milieux de vie qui devaient les protéger. Elles n'ont pas été protégées à l'école. Elles n'ont pas été protégées même dans les services sociaux. Elles n'ont pas été protégées nécessairement dans leur famille. Donc, ces personnes LGBT qui ont été des enfants ont besoin qu'on prenne des mesures. En fait, et ce discours a permis une avancée des droits, une prise de conscience de la situation de ces jeunes. Et ce qu'on voit maintenant, c'est qu'on tourne le discours et on dit plutôt « il y a des enfants à protéger ».
On doit les protéger du discours sur la sexualité, puisque la question de l'orientation sexuelle est perçue comme une sexualité dont il faudrait préserver les jeunes. Il faut les préserver d'un discours sur le genre et des théories du genre. Alors, il y a différents, donc j'ai mis en gras des mots-clés, là. Comme j'ai beaucoup parlé, vous les avez déjà probablement déjà lus, mais je vais revenir un peu. Donc, la question de l'intérêt de l'enfant. La question du wokisme pro-LGBT est souvent évoquée. Et on dit, par exemple, le wokisme se fout de ce que les jeunes vont devenir. Hein, rappelez-vous, ce discours s'est construit pourtant en disant nous devons protéger les jeunes d'un milieu qui n'est pas accueillant. Donc, et là, on renverse la question en disant comme si ce mouvement pour l'avancée des droits, c'était simplement on se fiche de ce que les jeunes vont devenir. Et en fait, il y a cette idée toujours du recrutement, du prosélytisme. Hein, donc, c'est comme un... Enfin, c'est drôle de présenter ça à la SSN, cette citation, mais donc on présente les mouvements LGBT comme un syndicat qui veut de plus en plus de membres. Donc, ce qui est vraiment une manière, en fait, de discréditer cette avancée. Ensuite, on parle d'agenda identitaire, religieux, raciaux, de genre, par exemple. On dit, bien, laissez vivre les enfants. Évidemment, encore une fois, la question de l'avancée des droits, c'est beaucoup construit sur cette idée de il faut laisser vivre les enfants, incluant les enfants LGBT, incluant les jeunes qui ne sont pas protégés dans plusieurs milieux de vie. Alors, c'est un peu particulier, cette manière de reprendre le discours. Donc, laisser vivre les enfants, ben oui, effectivement, hein, ça fait quand même depuis au moins les années 90, voire les années 80, où on parle de la question du suicide chez les jeunes LGBT. Et ces avancées ont toujours eu pour viser de laisser vivre les enfants, en particulier les jeunes LGBT, qui malheureusement, pour toutes sortes de raisons, avaient une vie écourtée. Une deuxième figure qui est souvent brandie, c'est celle de la femme vulnérable. Donc, on l'entend beaucoup à travers la question des toilettes. Par exemple, les filles vont trouver de l'urine sur le siège, des garçons vont se coucher sur le sol pour épier les fillettes dans la cabine voisine, les filles vont être victimes d'exhibitionnisme des garçons, l'inconfort des femmes à demander un tampon à leur voisine en présence d'un homme, par exemple. Et donc, on dit, en fait, les vrais perdants, ce sont les filles dans cette question. Donc, la fille, la femme à protéger. Évidemment, je le disais, sur le plan discursif et rhétorique, il ne s'agit pas de dire qu'on ne doit pas protéger les femmes, les enfants. Donc, ce dont je parle, en fait, c'est la manière dont les discours sont mobilisés et parfois retournés, en fait. D'autres exemples, hein, encore une fois, la question de la gêne autour des menstruations et de l'importance que ça vienne avec le droit d'avoir une place à elle. Donc, un peu pour dénoncer la question des toilettes universelles, dont on parle beaucoup. Certaines personnes considèrent en fait que cette conversation, c'est de mettre de côté le bien-être des filles et des femmes, et pensent en fait qu'on fait de l'inconfort, comme on le voit dans la citation, là, celle de droite, l'inconfort d'une infime minorité, mettre cet inconfort devant le bien-être de toutes nos filles et des femmes. Alors, je ne sais pas exactement pourquoi il y a ce tout et les autres à côté. C'est pas un tout très inclusif, évidemment. Donc, ce discours fonctionne beaucoup en catégorisant, en subdivisant les groupes, en délégitimant certains groupes face à d'autres dont les droits sont... en fait, qu'on décrit comme ayant des droits menacés par ces situations. Ce que l'on oublie, en fait, c'est que l'architecture a des réponses, l'architecture et l'aménagement intérieur ont des réponses assez claires à la manière dont on peut organiser l'espace pour assurer la vie privée. Et on fait toujours, on fait comme si les seuls, je ne sais pas comment sont les toilettes ici, là, mais souvent, les toilettes auxquelles on est habitué, les toilettes qu'ont en tête les personnes qui commandent, c'est probablement des toilettes où il y a peut-être 60 cm entre la porte et le sol, ou il y a des craques de 2 cm entre les panneaux. Alors bref, où la question de la vie privée, de l'intimité est relativement compromise. Alors évidemment, si c'est ce qu'on a en tête, on peut comprendre ces préoccupations, mais il y a des solutions très concrètes, en fait,
à ce type de crainte. Une quatrième dimension, en fait, aussi qu'on voit apparaître, c'est la question de la famille, qui est vraiment perçue comme une famille qui est menacée par les droits LGBT. On le voit ici, par exemple, le wokisme vole les enfants aux familles, dresse les enfants contre leurs parents. Donc, comme si ces mouvements visaient à diviser les familles. Reprogrammer les enfants, donc ça fait aussi partie du discours. Alors que quand même, une des visées, j'ai beaucoup de difficultés à ne pas répondre en même temps, là même, mais voilà. Mais en même temps, il faut aussi comprendre que toute l'évolution des droits, ça a aussi beaucoup insisté sur l'importance de soutenir les familles, de faire des familles des milieux sécuritaires, des milieux inclusifs, d'aider les parents, de soutenir les parents, de faire en sorte que les enfants trouvent auprès de leurs parents un milieu pour grandir. Donc là aussi, il y a une espèce de retournement, en fait, du discours un peu étonnant. En fait, j'aurais tendance à dire que toute la sensibilisation qui a été faite auprès des parents et des familles a justement toujours visé à unir et réunir les familles et non pas à les diviser. Ils détruisent les liens de la famille et de la foi. Donc, on voit aussi le fondement religieux qu'on voit souvent émerger à travers ces discours. En fait, j'en ai pas parlé, mais je vais en parler un peu plus tard, mais on voit ici, en fait, qu'il y a vraiment une alliance à la fois des groupes religieux et des groupes laïques sur certaines de ces questions. On parle de la haine des gens normaux qui ont des valeurs familiales traditionnelles et qui veulent préserver leurs enfants de la perversité, notamment. Ça fait partie des commentaires qu'on voit émerger dans le contexte aussi de l'heure du conte drague, dans ce cas-ci, où on confond la lecture du conte avec des services sexuels, des services inappropriés aux moins de 18 ans. Là, donc, c'est ce qu'on lit dans la citation. Et enfin, la quatrième grande figure qui est évoquée, c'est la question de la nation. La question de la nation et de la langue à travers les néopronoms, par exemple. Donc, on lit en l'écriture inclusive va finir par tuer le français. Donc, il y a une vision de la langue, en fait, qui ne peut pas évoluer vers des propositions plus inclusives. Évidemment, on l'a entendu pour la question de la féminisation, on l'a entendu sur la question d'une mouvance vers l'écriture épicène. Donc, c'est des arguments qui sont pas nécessairement nouveaux. Alors, quand on aime notre langue, on devrait lui être fidèle. L'écriture inclusive est une vraie hérésie. Il faut refuser de l'utiliser point barre. Et le fait qu'on se laisse imposer, en fait, cette langue, c'est typique du Canadien français colonisé et mou, par exemple. Donc, c'est le type de commentaires qu'on lit. On voit vraiment qu'à travers ces commentaires, il y a une vision d'un État, d'un État-nation, d'un État-nation associé à une langue qu'il faut préserver et dont on ne devrait pas déroger. Alors, en fait, ce sont des discours qui, de manière générale, s'éloignent des discours homophobes ou transphobes traditionnels. Hein. Donc oui, on voit quand même des pointes, là, quand même, on voit des mots perversité passer, mais en mettant davantage l'accent sur protéger les enfants. Qui peut être contre l'idée de protéger les enfants? En mettant l'accent sur protéger les femmes. Qui peut être contre l'idée de protéger les femmes? Qui peut être contre l'idée de protéger sa langue, sa nation, de protéger la famille? Donc, alors, c'est très difficile, en fait, de s'opposer à cette grande volonté, en fait. Et ce ne sont pas donc des discours homophobes ou transphobes qui prennent des formes traditionnelles où vraiment il y a une grande attaque. Donc, sauf évidemment quelques exceptions. Donc, c'est souvent aussi des discours qui mobilisent la parole de personnes gays, lesbiennes, qui l'instrumentalise parfois, qui parfois reprend des paroles qui ont été dites pour vrai, et donc qui peuvent se soustraire aux accusations d'homophobie et de transphobie. Hein. Puisque je répète ce qu'une personne gay ou lesbienne a pu dire, je dis en quoi c'est de l'homophobie, alors on s'en soustrait. On brandit également la question de la liberté d'expression, la liberté de religion pour défendre ce type de prise de position.
Ce sont des discours qui réaffirment en fait la centralité de la famille nucléaire hétéroparentale, donc qui souvent s'opposent à ces familles nucléaires, en fait, donc les parents, les enfants hétéroparentales, donc parents de sexe genre différents. Ce sont des discours également qui s'inspirent largement des tendances transnationales et internationales, en par ailleurs, là, donc qui sont adaptés aux termes locaux. Hein, donc, on applique ces grands débats à la manière dont l'école se construit ici. On applique ces grands débats à, à notre modèle de toilette, par exemple. Mais ce sont des débats qui ont lieu ailleurs, avec d'autres modèles, voilà, dans d'autres contextes, là. Donc, on voit vraiment beaucoup de relations transnationales entre les groupes qui s'opposent, en fait, à ces avancées et à ces changements. Et il faut aussi, je l'ai abordé un peu plus tôt, mais il faut aussi dire que ça traverse les appartenances politiques. Hein. Donc, ce n'est pas le propre, ce n'est pas de la politique partisane, là, c'est vraiment transpartisan, ce type de discours. C'est aussi, ça traverse les confessions religieuses. Donc, cette montée, en fait, des discours anti-LGBT est malheureusement très rassembleuse pour des confessions religieuses qui, par ailleurs, sont assez divisées sur beaucoup de questions, mais pas celle-là. Ça rassemble aussi des gens qui prônent la laïcité, donc encore une fois, des gens des gens qui sont à un extrême du continuum de religiosité, s'associent sur ces questions à des personnes qui sont absolument laïques, qui revendiquent cette laïcité. Donc, c'est vraiment des alliances particulières qui se créent autour, et ça traverse aussi les orientations sexuelles, donc comme j'en ai parlé un peu plus tôt. Et j'arrive en fait vers la fin de la présentation. Je ne sais pas si j'ai fait ça trop vite, pas assez vite. J'ai pas monitoré l'heure, mais pardon. Mais donc, en fait, on parle de plus en plus, donc un concept qui a émergé dans les dernières années, d'hétéroactivisme pour décrire ces pratiques, parce qu'on n'est plus simplement, ou d'hétéro-cis-activisme, en fait, on n'est plus simplement comment dire? En fait, il y a une approche décomplexée de ces revendications. C'est oui, bien sûr, une idéologie, on l'a déjà décrite, donc on parle d'hétéronormativité, d'hétérosexisme, de cissexisme, de cisnormativité, donc tous des mots en fait qui parlent en fait des normes qui accordent une plus grande importance ou qui survalorisent l'hétérosexualité par rapport à d'autres orientations sexuelles, qui survalorisent les identités cisgenres ou la cisidentité par rapport aux identités trans ou non-binaires, par exemple. Donc, cette hétéro-cis-normativité, elle a toujours existé. En fait, c'est un peu le modèle, le modèle par défaut. Mais ce qui est nouveau et ce qu'on essaie de capter à travers l'idée d'hétéro-cis-activisme, c'est les pratiques qui se développent autour de ça et qui viennent s'inscrire ou réinscrire la supériorité de l'hétérosexualité, de la cisidentité, qui sont jugées nécessaires au maintien de la société. Des pratiques qui passent à la fois par des stratégies traditionnelles de mobilisation, hein, hors ligne, là, des manifestations, des lettres ouvertes, des représentations politiques, mais aussi de plus en plus des manifestations en ligne, des inondations de commentaires sous certaines publications. Et donc, vraiment, on voit qu'il y a une mobilisation, j'ai envie de dire, sans précédent sur ces questions. Ce concept, en fait, il est en train aussi, donc, de faire l'objet de plus en plus d'analyses où on cherche à dégager quelles sont les stratégies discursives. Donc, un peu comme je vous ai présenté, en fait, c'est quoi les figures que l'on brandit derrière ces propos? Quels sont les arguments qu'on développe pour remettre en question l'avancée des droits? Et aussi... quelles sont les nouvelles controverses? En fait, il y a quand même
il faut bien le dire, il y a des gens qui travaillent activement à transformer ce type de sujet en controverse, à transformer des questions d'inclusion en débat et à soumettre des propositions, en fait, pour y faire obstacle. Voilà. Donc, en fait, ce que je vous ai présenté, puis je vais m'arrêter bientôt. En fait, c'est le début d'un projet qu'on lance pour essayer d'éclaircir un peu mieux la manière dont ça se passe pour le Québec plus précisément. Merci. Bien, merci beaucoup. Puis on va suivre ça parce que honnêtement, c'est un phénomène qui est en train d'exploser, puis on l'entend, puis on le voit, puis on le sent. Donc, c'est un peu alarmant de constater ce discours-là là, que vit la communauté LGBT, que vivent aussi d'autres groupes discriminés. Puis je pense qu'il faut en parler. Je vais ouvrir les micros pour ceux qui ont des questions, mais moi, j'en aurais peut-être une en partant. Fait que vu que je préside, je vais me donner le droit de parole. C'est ça, c'est pas souvent moi qui préside. Fait que là, je me lâche lousse. Moi, j'aurais une question, là. Ce discours-là, on l'entend un peu partout. Tu sais, on l'entend, oui, dans nos réseaux d'éducation, puis oui, dans notre travail, puis aussi, bon, un peu partout sur la rue, là. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer ça? Comment comme militant, comment comme syndicat, on peut contrecarrer ce discours-là? Est-ce que les stratégies qu'on utilise depuis des années fonctionnent encore? Est-ce qu'on doit remettre plus d'énergie ou il faut qu'on réfléchisse autrement? Excellente question. Ben, en fait, c'est sûr que comme chercheur, j'ai toujours une réponse qui est de dire, bien, on a des données quand même. Alors, en fait, les chercheurs disent toujours deux choses. On a besoin de plus de données, puis on a des données. Alors, on a besoin de plus de données, donc c'est la raison pour laquelle on lance ce projet, mais on a aussi des données qui permettent de répondre aux différentes craintes. Je ne fais pas partie des gens qui pensent que comme aucune expression de doute ou de perplexité comme n'est légitime. Je pense qu'on est dans un exercice de sensibilisation. C'est l'occasion qui est créée par la Journée internationale contre l'homophobie, la transphobie. Alors, on ne peut pas à la fois se dire, ben, on travaille à la sensibilisation, mais refuser de répondre à certaines questions. Après, évidemment, il y a des questions de plus ou moins bonne foi. Mais je pense qu'il faut quand même essayer de répondre du mieux qu'on peut à partir des connaissances que l'on a. Je veux dire, on a des données sur la question des toilettes, on connaît les craintes des gens, mais on sait aussi ce que donnent des toilettes inclusives. On sait aussi, par exemple, qu'il n'y a pas plus d'incidents de violence dans des toilettes inclusives que dans des toilettes qui ne le sont pas. Donc, on a des données aussi sur ce que ça donne, l'éducation à la sexualité inclusive. On sait qu'il y a des gains, en fait, qui ont été faits. On sait que pendant longtemps, en fait, l'éducation, en fait, des données qui étaient très frappantes dans les années, fin des années 90, début des années 2000, en fait, c'était que les jeunes filles qui se décrivaient lesbiennes dans les études rapportaient un taux de grossesse non planifiée plus élevé que les jeunes filles hétérosexuelles. Là, vous dites, ah, mais mon Dieu, c'est quand même étonnant, tu sais, comment une jeune fille lesbienne peut devenir enceinte. Mais c'est que les comportements et les pratiques sont beaucoup plus fluides qu'on veut bien le croire. Et que ces jeunes filles, en fait, parce qu'elles se décrivaient lesbiennes et qu'on ne leur parlait pas d'une éducation ou dans les cours d'éducation à la sexualité, on ne leur parlait pas de leurs pratiques possibles avec des garçons, du fait qu'elles pouvaient devenir enceintes. Donc, n'avaient pas d'éducation à la sexualité qui leur permettait de développer les repères pour naviguer dans des relations hétérosexuelles, même si elles avaient par moments aussi des relations hétérosexuelles au cours de leur développement. Et donc, ça donnait des taux de grossesse non planifiés plus élevés. Alors, c'est un peu étonnant quand même. Mais ça fait partie, en fait, des données qui nous ont permis de nous dire, bien, il faut qu'on commence à repenser la manière dont on fait l'éducation à la sexualité. De la même manière, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui font une transition de genre
à un âge assez avancé. J'ose pas dire 50 ans parce que j'y arrive, mais, mais oui, à partir de 50 ans, à partir de 60 ans, même dans les 70 ans. Et souvent, ces personnes vont dire, mais je n'ai jamais eu de mots avant aujourd'hui pour comprendre ce que je vivais, qui j'étais. C'est pour la première fois, je comprends ce que je ressens, ce que je suis, et je peux prendre des actions, en fait, pour me réaligner avec ce que je sens. Et ce type de parcours devrait nous informer sur, mais est-ce qu'il fallait cumuler des décennies d'un sentiment d'être à côté de soi, des décennies d'un sentiment de ne pas être une personne valide, valable? Et quand on constate ça, on se dit, ben, on aurait pu faire une éducation à la sexualité qui soit plus inclusive, qui leur permette de mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Mais ça veut dire commencer à en parler aussi à un plus jeune âge. Mais on a quand même des données ou des informations ou des observations qui nous permettent de dire comme ces différentes mesures, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires, mais évidemment, elles viennent brasser des idées reçues, elles viennent brasser des manières de faire. Mais je pense qu'il faut quand même revenir aux observations qui nous ont amenés à adopter ce type de politique inclusive. Puis il faut montrer, en fait, quels sont les effets de ces politiques inclusives. Et l'effet, c'est rarement, une explosion, là. Règle générale, les gens s'en portent mieux. Bien, merci beaucoup. C'est fort intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Puis je pense qu'on a du chemin, puis je pense qu'il va falloir qu'on continue à s'informer pour être capable de répondre. Parce que ce que je comprends, c'est ça. C'est avec les données, oui, on va être en mesure de mieux expliquer puis d'enlever la peur. Je vous ouvre les micros. Si vous avez des questions, des commentaires, c'est le moment de vous exprimer. Le micro est là. Et soyez pas timide. Il faut briser la glace. Je vais briser la glace alors. Le micro est ouvert? Oui. OK. Bien, merci Martin. Je te pose la question qu'un militant qui n'est pas dans la région de Montréal m'a demandé de te poser. C'est un syndicat qui réfléchit en ce moment à essayer d'assurer une meilleure parité homme-femme dans sa structure de représentativité. Et il y a des militants qui disent que il ne devrait pas y avoir des sièges réservés pour les femmes sur la structure, parce qu'à ce moment-là, il faudrait aussi en avoir pour les personnes non-binaires ou trans. Et là, le camarade me répond « Oui, pourquoi pas? Tu sais, peut-être que ça pourrait être possible aussi. » Puis, on lui répond que oui, mais les gens, ils sont peut-être pas prêts à être publics par rapport à leur identité. Fait que tant qu'ils ne sont pas prêts à s'afficher, bien, on ne devrait pas avoir de représentation sur la base du genre dans la structure. Donc là, on a un peu un problème qui est à l'intersection, finalement, des oppressions, où est-ce qu'il y a des militants anti-trans qui peuvent utiliser des arguments pour favoriser la représentation des femmes pour des raisons, comme tu les as bien expliquées. Ça peut être aussi le contraire. Fait que comment on pogne ça dans une perspective intersectionnelle? Par exemple, nous, à la CSN, on a des comités. On a un comité LGBT, un comité sur les personnes racisées, les relations interculturelles, un autre les jeunes, les femmes, etc. Puis on a un mandat de congrès là, qui nous dit, bon, faut arrêter de compartimenter les différentes oppressions puis essayer de mettre en œuvre des actions qui vont prendre en compte les différentes... Bon. Fait que comment on réfléchit ça dans la pratique? Ben, c'est une question difficile, puis c'est une question qui n'a pas de réponse si simple. Puis je pense que
tu le sens bien, puisque la question émerge. Je ne sais pas si j'ai une position si claire. C'est clair que ma position est celle de la visibilité, de la représentativité, de la consultation. Donc, il faut quand même laisser une place pour que les gens comme, témoignent de ce qu'ils observent, témoignent de leur propre parcours, et apportent des enjeux avec lesquels ils sont plus familiers, qui sont probablement dans l'angle mort des autres personnes autour de la table. Donc, il faut quand même que cette place, elle existe. Puis, il n'y aura pas de changement tant que ces voix-là ne seront pas entendues. Donc, il faut bien sûr faire la place. Maintenant, c'est bien autre chose de leur faire de la place que de forcer une représentation puis forcer des gens à occuper des rôles qui sont peut-être pas prêts à occuper aussi dans leur parcours, qui sont peut-être aucun intérêt à occuper par ailleurs. Mais je pense qu'il reste pertinent de présenter en fait cette place dans un comité, qu'elle soit comblée ou non a priori. Puis après, ben, si elle n'est pas comblée par les personnes immédiatement concernées, parfois il y a des alliés pour qui c'est moins dans l'angle mort, donc qui peuvent aussi porter les voix, amplifier les voix. Donc il y a différentes manières de le faire. On peut aussi mettre en place des formules de consultation pour entendre ces voix et les porter comme alliés au sein des comités. Donc, je pense qu'on peut aménager et naviguer, en fait, à travers ces différentes considérations. Sur la question de la segmentation des enjeux, c'est vrai que c'est un peu, c'est aussi une question compliquée. Comment on les rend visibles si, tu sais, parfois, à tout vouloir faire en même temps, finalement, on laisse tout le monde insatisfait parce qu'on ne trouve pas la place de mettre de l'avant les enjeux. Je pense que les syndicats ont développé plusieurs types de structures de représentation qui permettent de résoudre des questions comme celle-là. Je ne sais pas exactement si, si c'est que les structures n'ont pas été transposées dans ce contexte-là, mais quand même, cette question de comment on fait entendre les enjeux, comment on les fait monter, comment on les mobilise au sein des comités. Je pense que vous êtes probablement plus expert que moi, en fait, pour répondre à cette question. Merci, Valentin. Oui, excusez-moi, je réfléchissais parce que ma camarade a posé la question que je voulais poser. Fait que là, j'étais en train de réfléchir à moi-même. Merci pour la présentation. J'ai manqué le début de votre conférence, par ailleurs fort pertinente, là. Ma question, avec le marteau piqueur en arrière, que je me posais, c'était... il y a plusieurs éléments, là. J'avais plusieurs questions, en fait, là. On a fait un bref focus sur les données qu'on a des États-Unis. Je me demandais, est-ce qu'on allait étudier, en fait... est-ce que vous pensiez étudier, en fait, les parallèles qu'on pouvait faire, du moins dans les sociétés occidentales qui se communiquent les unes entre elles? On s'entend que des sociétés euro-asiatiques ou asiatiques ou sud-asiatiques sont dans une autre configuration, là, mais au sens que la bulle occidentale. Hein. Donc, puis moi, ce qui m'intéresse en termes de quantitativement des données, là, c'est la montée de l'hostilité qu'on constate à tout le moins depuis 2016, là, depuis la campagne débridée là, américaine qui a ouvert les valves de la haine, puis on voit que ça s'est transposé par la suite en 2017 également avec l'arrivée du Front national français qui est aux portes du pouvoir. Puis cette décomplexification, bon, vous comprenez ce que je veux dire là, une montée de la haine, puis une montée de l'hostilité. Hein. C'est surtout ça, en fait. Là, on pourrait faire une étude sur les commentaires absolument abjects et incroyables d'appels quasiment au meurtre, là, dans certains égards du Journal de Montréal, où il y a une montée, une volonté de la violence. Puis, tu sais, rappelons-nous par ailleurs que, puis il y a un amalgame également là, qui est assez inquiétant, là, l'espèce de le wokisme. Moi, je l'entends dans des soupers familiaux. Là, les woke, je suis comme, OK, mais c'est quoi, là? De quoi tu parles, là? Le nouveau péril, là, tu sais, je suis quoi? Moi, je suis... Tu sais, puis c'est quoi être woke, là? Pour l'égalité et la justice sociale, ben, we count me fucking in, tu sais, mais je veux dire, c'est juste que c'est inquiétant de voir cette espèce de nouvelle lubie qu'il y a comme une genre d'invasion woke, puis c'est comme ça que ça se traduit. Mais tu sais, concrètement, je ne sais pas si vous en avez parlé, là, mais il y a une montée des violences physiques, puis des homicides là, contre les membres de la communauté aux États-Unis, c'est
absolument épouvantable. Mais en Europe, là, moi, j'ai des amis là, qui déménagent de ville parce que c'est trop dangereux. Tu sais. Puis c'est rendu des réfugiés politiques. Tu sais. Je veux pas dire parce qu'ils sont blancs quand même, mais je veux dire, d'une certaine mesure, ils ont des privilèges, mais ça reste pareil qu'ils sont pognés, comme tu dis, là, à partir de chez eux parce que c'est juste plus safe en tout. Donc, est-ce que vous pensiez mettre en parallèle, puis comment est-ce que ça s'articule? Parce qu'on est dans un contexte international de montée de l'hostilité puis du backlash. Mais au Québec, ce discours-là commence à faire tranquillement parce que c'est très rentable politiquement de casser du sucre sur les woke puis tout ce que tu peux mettre dans ce tapis-là, parce que les syndicalistes, donc la gauche, là, on va tout mettre là-dedans. Mais concrètement, il y a une montée de l'extrême droite au Québec qui s'organise, qui est validée par le discours de la CAQ actuellement, puis qui nous fait des faux débats, comme tu nous dis, sur on va protéger les enfants des toilettes non mixtes, puis là, le comité des sages, etc. Donc, par ailleurs, à la CSN, pour le Conseil central, on a donné un appui à la campagne contre la coalition des passages, mais je veux dire, c'est quand même pertinent de voir comment ça s'articule ici. Fait que je ne sais pas si vous vouliez faire cette loupe-là. Il y a beaucoup de données à présenter, beaucoup de ce que tu avances a été et démontré aussi. Les données Statistiques Canada sur les crimes haineux, par exemple, montrent très bien que les communautés LGBT continuent de faire l'objet d'une proportion importante des crimes haineux. Donc, on le voit ici. Mais évidemment, plus petite population, il n'y a pas autant de projets de loi, il n'y a pas... donc, il n'y a pas un bouillonnement aussi évident. En fait, il y a peut-être pas comme... En fait, le bouillonnement n'éclabousse peut-être pas autant ici qu'il éclabousse aux États-Unis, puis on le voit là. Mais effectivement, il est quand même là. On le voit dans les commentaires de plus en plus fréquents, de plus en plus d'articles semblent... En fait, j'ai pas de données quantitatives, là, mais on voit passer ces débats-là depuis de plus en plus souvent. Il y a une machine à fabriquer de la controverse autour de ces questions aussi, qu'on ne connaît pas très bien pour le Québec. Il y a différentes questions qui se posent, aussi la question du financement. Donc, on sait qu'il y a des groupes, par exemple, américains qui financent des projets de loi à l'international anti-LGBT. Donc, aussi, il y aurait beaucoup à documenter, à découvrir. Donc, ces liens-là, je ne sais pas, mais s'il y a un journaliste d'enquête au bout du fil, ce serait un bon filon, certainement à documenter, à exploiter. Merci pour la question. Mais effectivement, puis peut-être que j'ai pas parlé, en fait, des conséquences de la haine tant que ça, là, mais on a quand même pas mal d'études, beaucoup aux États-Unis aussi, donc il y a beaucoup de contradictions, mais beaucoup d'études qui montrent que quand il y a des changements légaux dans les États, quand il y a des reculs, en fait, il y a un impact assez direct sur la santé physique et la santé, pas juste sur la violence, mais sur la santé physique et la santé mentale des populations. Il y a plus de demandes de services de santé, par exemple. Il y a plus de consultations en santé mentale, plus de consultations chez les médecins. En Californie, quand la question du mariage pour tous a été remise en question, il y a eu une enquête dans les écoles, un échantillon de 5 millions d'étudiants. Là. On n'est pas on est vraiment dans des études extrêmement robustes avec des données crédibles. Puis on a vu que l'intimidation augmentait parce que remettre en question la question des unions de même sexe, de même genre, c'est remettre en question la légitimité de ces parcours de vie. Puis ça a un impact direct, malheureusement, aussi dans les cours d'école parce que ça percole ces discours, ça décomplexe décomplexe la parole, ça décomplexe, ça légitime certains propos, certaines actions, puis aussi, on répète, et ça percole jusqu'en dans les cours d'école. Alors, c'est un peu dommage. Puis, je ne veux pas faire de raccourcis excessifs, mais ce que ces études tendent à suggérer, c'est que plus ça brasse dans l'opinion publique, plus ça brasse dans la cour d'école aussi. Puis, il y a des gens qui paient. Il y a des gens qui paient de leur intégrité physique, psychologique. Puis il y a encore des gens qui paient de leur vie face à ces discours. Puis je ne veux pas dire, puis tu sais, là, l'accusation, c'est on ne peut plus rien dire, on ne peut plus avoir de discussion. Il faut faire la différence entre, je pense, comme s'informer, poser des questions légitimes et faire des campagnes, en fait, de dénigrement. Puis il y a je pense qu'on peut tracer un trait. Je prendrais peut-être les deux interventions, puis après ça, une réponse aux deux interventions, Bertrand.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Martin, pour la présentation, toujours très intéressante. Merci aussi plus largement pour votre travail au SAVI LGBTQ, parce que nous, au comité éducation, au comité LGBT du Conseil central, LGBT+, du Conseil central, on a lancé, à cause de données que vous avez publiées, une campagne là, alliée des élèves et des étudiants LGBTQ+, qui fonctionne assez bien. On en voudrait toujours plus, mais ça va pas mal bien. On a passé, je dirais, plus de 1500 tracts et macarons auprès des membres de nos syndicats, puis ça a généré aussi des réactions. Il y a des comités LGBT qui ont été créés dans certains syndicats suite à la campagne. Fait que ça, c'est en grande partie à cause des données que vous nous avez rendues disponibles. J'ai trouvé la présentation super intéressante. En peu de temps, là, il y a beaucoup d'idées qui ont été comme apportées ou même suggérées. Là, la première note que j'ai prise, c'était par rapport au graphique là, sur les projets de loi anti-LGBT et anti-trans. Ce que je trouve intéressant, c'est que moi, ça a comme fait, ah oui, ben c'est ça. Quand on parle de réactionnaire, ben c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a 10 ans, on parlait très peu à peu près pas, en fait, des personnes trans socialement. Il n'y avait aucun projet de loi dans le graphique. Là, quelques années après, on en parle, mais là, il y en a. C'est une réaction à un phénomène qui se présente, là, qui apparaît publiquement. Puis je dirais plus largement, puis vous me connaissez, j'ai plus une opinion qu'une question. je dirais plus largement, c'est ça, c'est que dans le fond, Ababar a publié un magazine il y a quelques années qui parlait de la révolution queer, puis sur le potentiel révolutionnaire du queer, mais pas juste au niveau de l'identité sexuelle, de l'identité de genre, c'est que ça remet en question les catégories traditionnelles qui ont structuré la société occidentale, en tout cas depuis des centaines d'années. Puis je pense que, tu sais, sans prétendre avoir la réponse, c'est une piste de réponse aux questions qu'on se pose, c'est-à-dire comment ça se fait que ça réagit fort de même, puis comment ça se fait que ça réagit fort de même présentement, c'est que c'est insécurisant pour beaucoup de gens dont la vie, dont le sens de leur vie dépend de ces catégories-là, puis de ces dogmes-là, de ces idées reçues-là. C'est facile d'arriver puis de te faire dire, voici le sens de ton existence, voici ce que tu dois faire. Puis là, quand il y a quelqu'un à côté de toi qui est parfaitement heureux puis qui fait exactement le contraire de ce que tu fais, ça force la remise en question. Puis sans parler justement du fait que c'était à peu près impossible d'avoir accès à ces idées-là, comme tu le disais là, à la fin de ta présentation, si je me rappelle bien. Donc, c'est ça, il faut pas négliger ça. Puis, une analyse que j'en ferais, c'est que pourquoi ça réagit fort présentement, c'est que les institutions sur lesquelles reposait la société traditionnellement sont en train de changer. Il y a des fondations, il y a des groupes qui sont financés par des banques. S'il y a quelque chose de plus conservateur qu'une banque, là, il y a peut-être des églises, mais il y a même des églises qui s'ouvrent à la diversité sexuelle puis à la diversité de genre. Les équipes sportives, l'armée canadienne, la police. Fait que là, toutes les grandes institutions traditionnelles qui fondent le socle social sont en train de s'ouvrir. Fait que là, les gens qui ont peur, ils peuvent plus se retourner vers ces institutions-là comme un peu un havre de paix, ils se retrouvent tout seuls. Fait que là, ça fait quoi? Ben, ça fait, on dénonce ces institutions-là, ça fait Donald Trump puis le MAGA qui dit sont rendus corrompus, puis ça génère justement de l'extrémisme, parce que les institutions de droite se tassent, en tout cas à ce niveau-là, là, se tassent un peu vers le centre, s'ouvrent un peu à la diversité, puis les gens qui ont peur de ça voient que, eh boy, ces gens-là à qui j'avais confiance sont en train de me lâcher. Fait qu'ils n'ont pas le choix d'aller chercher plus à droite encore, parce que ce qui était le ciment traditionnel de la société est en train d'évoluer. J'arrêterai là, mais je pourrais en dire beaucoup. C'était vraiment super intéressant. Merci. Bonjour, merci d'être présent. On voit que le gouvernement a mis sur pied un comité de sages. Sur ce comité-là, sans remettre en question leur capacité d'aller chercher l'information nécessaire à la rédaction du rapport, on voit qu'il y a une infirmière, un médecin et un spécialiste en droit constitutionnel. Pensez-vous que la présence d'un chercheur en sociologie, sexologie aurait été pertinent? Si oui, qu'est-ce que vous auriez aimé leur partager? Je leur ai déjà partagé des choses. On est plusieurs à l'avoir fait, en fait. Donc, c'est un comité qui consulte. Évidemment, comme beaucoup de personnes, moi, ce que j'aurais aimé qu'il se passe en septembre, et je leur ai aussi dit, là, ils le savent, là, mais ce que j'aurais aimé qu'il se passe, en fait, c'est qu'au moment où il y a eu tous ces débats sur la question des toilettes mixtes, sur la question et où ça a commencé à chauffer un peu dans l'espace public, ça aurait été que la ministre responsable de la lutte contre l'homophobie et la transphobie lance le plan de lutte
plutôt que d'en reporter, en fait, une nouvelle fois le lancement, lance le plan de lutte en disant, ben voici la société dans laquelle on vit, voici le Québec dans lequel on vit, et nous allons, comme pour les 5 prochaines années, nous aligner sur les recommandations qui ont été élaborées pendant des années pour repenser la lutte contre l'homophobie et la transphobie. Ça aurait été mon scénario idéal. Maintenant, ce n'est pas le choix qui a été fait. Donc, le choix qui a été fait, ça a été de mettre sur pause les questions relatives à l'identité de genre, de les renvoyer à un comité, ce qui est toujours une bonne stratégie politique pour faire diminuer un peu la température, puis pelleter un peu par en avant, peut-être. Ce qui ne veut pas dire, par ailleurs, qu'il n'y a pas des questions à se poser. On verra, en fait, ce que le comité produira comme rapport, mais je pense que comme la plupart des gens dans les communautés, c'est pas le scénario idéal. Oui. Je pense que j'aurais aimé une affirmation plus forte, en fait, vous l'avez compris. Enfin, voilà. Merci, Martin, de la présentation. Je trouve ça super intéressant. C'est toujours très intéressant. Moi, où j'ai eu une surprise, c'est de voir des commentaires de ministres et de politiciens dans tes exemples. Ça me frappe en pleine face là, aujourd'hui. En fait, c'est eux qui nous financent. C'est eux qui financent tes recherches. Puis tu dis qu'il y a des recherches, c'est vraiment deux mondes différents. Là. Je ne sais pas où ils vivent, mais c'est eux qui financent nos organismes communautaires puis c'est eux, en plus, qui nous bitchent d'en face après. Fait que je ne sais pas comment on peut, comme militants, leur mettre dans la face ce genre de truc-là. Parce que, le plan de lutte à l'homophobie, c'est plusieurs millions de dollars qui envoient dans la communauté pour faire des études, faire tout ça, pour donner des soins, en fait, et ainsi de suite. Puis là, ils nous font des commentaires comme ça. Puis quand je vois les toilettes, moi, les toilettes, je suis allé dans un théâtre dernièrement, puis la majorité, c'est un dimanche après-midi, fait que, bon, les têtes étaient un peu plus grises que la mienne, là, en fait, c'est ça. Mais les toilettes sont non-genrées. Puis j'ai écouté les gens qui étaient là, puis les dames qui étaient là me disaient, il était temps qu'on aille ça, c'est plus sécuritaire, puis c'est plus intime. Et moi, il y a une madame, je sais pas quel âge elle pouvait avoir, mais elle disait à l'autre, elle dit, il nous voit plus quand on est assis à la toilette. C'était ça le commentaire. Mais pourquoi ces gens-là sortent pas dans les médias? Pourquoi ils ne montrent pas? C'est des toilettes qui sont beaucoup plus sécuritaires, puis bon, la seule place où tu vois des hommes ou des femmes, des personnes non-binaires ou ainsi de suite, c'est au lavabo. Tu sais, là, s'il passe un commentaire, bien, vous avez juste à le ramasser. Puis je veux aussi qu'on soit tous conscients de notre impact qu'on a, nous autres. Tu sais. Vous êtes des alliés, vous êtes dans la communauté où vous êtes des alliés, il faut dénoncer. Il ne faut pas laisser passer le commentaire. Tu sais, souvent, on se dit, ça vaut pas la peine, mais non, il faut lui dire que ça vaut pas la peine. Tu sais, il faut lui dire que le commentaire qui vient de passer, c'est pas acceptable. Tu sais, puis il faut pas juste le laisser passer. Fait que c'est ça. C'était un peu... Mais ma question, en tout cas, c'était sur le gouvernement. Pourquoi il nous... En fait, je pense que c'est que l'expertise, elle est circonscrite. Et on a un travail de sensibilisation et d'éducation, puis c'est pas juste... puis c'est aussi envers les gouvernements, c'est aussi envers les partis politiques. C'est une expertise, c'est une sensibilité qui s'acquiert, c'est une expertise qui se développe. Puis, il faut militer pour que cette expertise et cette sensibilité se développent aussi au sein des partis au pouvoir. Je prendrais Dominique, puis Francis aussi peut-être après l'autre. Puis merci beaucoup, Martin, encore une fois. Moi, j'étais là en 2002 quand il y a eu le projet de loi sur l'union civile puis les nouvelles règles de filiation. Ça avait soulevé des débats incroyables dans les médias
moins pire qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, tu l'as dit, c'est sans précédent. C'est vraiment très, très terrifiant ce qui est en train de se passer, même ici au Québec. Et j'ai vu les députés, plusieurs députés qui étaient franchement contre le droit des gays d'adopter. Okay? C'était le même qui le disait, alors que ça n'a jamais été illégal pour une personne homosexuelle d'adopter des enfants. C'était nos enfants qui n'avaient pas le droit d'avoir 2 parents. Puis, j'ai vu le déclic se faire dans leurs yeux. Ah, ils veulent protéger leurs enfants. C'est ça qu'ils veulent, dans le fond. Fait que je le sais que ça se peut des politiciens, des politiciennes qui changent d'idée puis qui regardent les évidences en face. Maintenant, ma question, ça rejoint un peu celle de Donald, c'est comment les convaincre d'arrêter de se fier sur leurs impressions, puis sur quelque chose de peut-être un peu plus pervers, si on veut, là, qui se produit en ce moment, c'est de se fier à de la science marginale. Tu sais, si on pense aux enfants, la théorie de Littman sur le Rapid Onset Gender Dysphoria, les études de Caltiala aussi, c'est de la science marginale, réfutée et qui continue à être citée et citée et citée alors que ça ne tient plus la route. Fait que ma grosse question, c'est comment est-ce qu'on fait pour convaincre les personnes en autorité politique de se fier au véritable consensus scientifique et non pas à ces marginaux. Et les journalistes aussi, on pourrait étirer un peu parce que les journalistes, il y en a qui jettent de l'huile sur le feu, pas à peu près, ça a eu des impacts. Tu disais tantôt qu'il y en a qui perdent leur vie. Ben c'est ça qu'on est en train de vivre en ce moment avec particulièrement les jeunes trans et les jeunes non-binaires. Fait que c'est ma grosse question. Je suis contente de te la poser. Je ne suis pas politologue et je suis certain qu'il y a plein de monde en sciences politiques qui travaillent sur ce genre de questions. Alors, je n'ai pas vraiment de réponse, malheureusement. C'est sûr qu'il y a quelque chose, en fait, de la machine médiatique qui oblige des réactions à chaud comme d'une manière vraiment effrénée. Puis ça ne sert certainement pas le besoin de sensibilisation et d'éducation qui doit être préalable aux réponses qu'on apporte là, dans un tel contexte. Alors, je ne veux pas excuser les propos qui choquent et qui me choquent aussi moi-même, là, donc on peut entendre dans les médias assez régulièrement. Mais je pense qu'il faut que peut-être les politiciens comprennent qu'on a des réponses à ces questions. On a des données sur ces questions. Et ce n'est pas toujours matière simplement d'opinion. Il y a des opinions qui peuvent être plus informées par les connaissances qu'on a. Mais comment ce message doit se rendre, comment ces sensibilisations procèdent, je ne connais pas les rouages suffisamment pour me prononcer. Mais je pense que le gouvernement a un bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie, où travaillent des gens extrêmement compétents, très au fait de ces questions et de ces enjeux. Donc, qui prennent le pouls de ce qui se passe, savent ce qui se passe. C'est une expertise au sein de l'appareil étatique. Elle est là, elle existe. Elle peut être consultée et mobilisée avant d'annoncer des décisions, de prendre des décisions. Ouais. Mais j'aimerais être... j'aimerais avoir une réponse plus certaine ou plus claire ou plus explicite, mais... Ouais. Donc, Francis Boudreau, je suis VP Infomob du SCT6 de la Nodière, donc je suis premier de la Nodière, mais je suis aussi élu au niveau du comité confédéral LGBT+, et aussi là, au niveau du comité ici au Conseil central de Montréal métropolitain. Je fais un peu comme Bertrand, j'ai commencé à prendre des notes sur mon sel avant de venir au micro, c'est pratique. On parlait des médias, tu sais, les médias, c'est très omnivore, hein? C'est un animal omnivore qui mange de tout. Donc, on l'a vu pendant le Front commun, on s'est mis à faire du bruit, on a parlé de nous, donc plus on fait du bruit, plus on entend parler de nous, les médias fonctionnent comme ça. C'est une espèce de cruauté neutre, hein, les médias, donc ça fonctionne comme ça. Il y avait quand même 2 menaces que j'ai trouvées qui étaient pas nommées, qui seraient intéressantes peut-être à aller enquêter au niveau de la masculinité.
qui est menacé soudainement, là, semblerait-il, que là, l'homme est en danger, le symbole masculin est en danger. Que va devenir Superman? Donc, c'est un enjeu. Il y a aussi l'aspect de la liberté d'expression. Il y a beaucoup de discours qui disent non, mais le wokisme ou la communauté LGBTQ+, empêche la liberté d'expression du restant de la communauté, du restant de la population, pardon. Donc, je trouve que c'est un type de discours haineux aussi par la part de l'arrière qui serait intéressant à aller creuser. J'aurais tendance à dire aussi que, ma question, elle est là. Je trouve qu'il y a un enjeu dont on parle peu dans la communauté LGBTQ+, parce qu'il y a une espèce de tabou. Et c'est de dire que les discours haineux infiltrent, oui, les médias, infiltrent, oui, les politiciens, les journalistes, tout ça, mais elle infiltre aussi la communauté LGBTQ+, elle-même. Moi, personnellement, je suis militant aussi féministe. J'entends énormément beaucoup de discours extrêmement misogynes dans la communauté, des violences verbales, du mépris envers le corps des femmes, envers leurs droits, évidemment, par rapport aux trans, c'est encore pire. Donc, je trouve qu'il y a vraiment un taux d'enquête, vraiment une enquête à aller voir à quel point il y a un taux d'infiltration de ces discours haineux-là au sein même de la communauté. Parce que, tu sais, la communauté LGBTQ+, c'est comme un peu, moi, je compare ça un peu au transport à Québec, là. Tu sais, quand les deux rives s'entendent pas puis que les deux quartiers entre eux autres non plus, ben c'est pas le temps de faire des ponts avec les autres groupes de la communauté. Faut au moins que notre communauté à nous autres soit forte. Fait que je pense qu'il y a énormément beaucoup de liens à tisser pour que le transport collectif de notre solidarité se passe très bien. Hein? Je finis tout là avec une petite note. Je voulais dire aussi, moi, personnellement, j'ai aussi le concept de, j'appelle, le moule en aluminium cheap. Le capitalisme, l'hétéro-cis-normativité, c'est un moule en aluminium cheap. Puis quand tu essayes de défroisser ça là, pour le mettre dans le recyclage pour qu'il prenne moins de place, ça fait du bruit, ça fait cric, 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 cric. C'est ça qu'on entend en ce moment. Les discours haineux, c'est le gossage de bruit pendant qu'on est en train de dérancher cette espèce de moule-là qui nous fait chier depuis des générations puis qu'on est enfin en train d'en venir à bout. Fait que je pense que c'est bon signe. Ça veut dire qu'il faut continuer à faire du bruit pour prendre la place médiatique. Mais bref, je voulais finir quand même avec ma question par rapport là, aux communautés LGBTQ+. Comment est-ce qu'on peut enquêter sur l'infiltration? C'est le cœur de ma question. J'avais jamais entendu la métaphore du moule d'aluminium. Le moule, oui, mais le moule cheap en aluminium, non. C'est sûr, en fait, que ces discours traversent comme les orientations sexuelles. C'est pas le propre des personnes hétérosexuelles qui tiennent ce discours. C'est pas le propre des personnes cisgenres non plus qui tiennent ce discours. Donc, dans les communautés, je dis souvent les communautés, en fait, LGBTQ de plus, effectivement, ces discours circulent également. C'est pas... et c'est ce qui est vraiment particulier, mais c'est parce que ça vient chercher, en fait, des espèces d'archétypes sous-jacents. La protection de l'enfant, la protection des femmes, la protection de la masculinité également. Donc, tu viens de le souligner, on l'a vu effectivement récemment. Ça commence à émerger de plus en plus souvent comme cadrage. J'oublie ta question, en fait, mais chose certaine, c'est une observation très juste. Donc, c'est pas le propre des personnes cis-hétérosexuelles. Une enquête est certainement nécessaire. Donc, on travaille sur un projet d'enquête, d'ailleurs, là, parallèlement à l'analyse des commentaires et l'analyse d'une revue de presse, là, donc sur les sujets qui font controverse. Donc, on travaille aussi sur une enquête qui ne concernerait pas que les personnes cis-hétérosexuelles, mais aussi les personnes LGBT, pour effectivement comprendre quelles sont les caractéristiques peut-être des personnes qui sont plus susceptibles d'avoir ce type de discours, puis aussi de leur demander sur quoi ils basent ce discours-là, d'où ça vient. Qu'est-ce qui fait qu'ils adhèrent à ce type de posture. Oui, mais c'est nécessaire, effectivement. Mais on n'a pas ces réponses-là. Alors j'aimerais ça, déjà vous donner les résultats et vous dire, voici les réponses qu'on a, mais on ne les a pas en fait. On ne les a pas. Donc oui, c'est nécessaire d'enquêter. Oui. Merci pour le commentaire. Je vais attendre les deux dernières interventions, puis après ça, on va conclure. Bonjour. En fait, c'est un commentaire un peu. En octobre dernier, là, il y a eu une manifestation Protégeons nos enfants là, à Montréal. Moi, je faisais partie de la contre-manif, l'autre côté, et ça m'a profondément choquée de voir les parents
qui ont comme un peu mis leurs enfants en avant, puis les parents avec des pancartes, mais c'était surtout les enfants puis des adolescents qui avaient des pancartes avec Sam, là, je sais pas si la poupée qui... mais il y avait... Puis c'était un gros X rouge là-dessus, mais ça m'a profondément fâchée de voir que c'était des enfants qui nous huaient, là. Et puis là, je me dis, OK, ben c'est la génération future, puis il était pas beaucoup, mais quand même, ça fait que ces enfants-là vont pousser avec cette mentalité-là de faut se protéger des méchants LGBTQ+, là, tu sais. Mais, fait que, dans le fond, mon commentaire, c'est plus de bravo pour avoir l'éducation à la sexualité. Il faut que ça continue parce que, tu sais, ces parents-là qui sont contre, ben ils parleront pas d'éducation sexuelle à la maison. Fait que, tu sais, ou s'ils en parlent, ils vont en parler, tu sais, comme leur valeur. Fait que, tu sais, tandis que le cours d'éducation à la sexualité, c'est vraiment at large. Puis ma conjointe est en train d'être professeure, puis elle a appris le cours, puis c'est vraiment des discussions ouvertes, là. Qu'est-ce que vous pensez, admettons, des toilettes non genrées? Puis elle donnera jamais son opinion, là. Tu sais, ça va être vraiment un débat entre eux, puis elle va donner des statistiques puis des choses, jamais sa propre opinion. Fait que, tu sais, faut vraiment que ça continue parce que je trouvais ça frustrant de voir des enfants et des adolescents nous huer. Merci. Je pense qu'en fait, l'école a toujours eu pour mission de former des citoyens, hein, aussi, pas simplement de transmettre des... Je m'excuse, j'ai coupé les applaudissements. mais l'école a toujours eu pour mission de former des citoyens, en fait. Donc, c'est effectivement important qu'il y ait aussi cette transmission de valeurs sur le type de société qu'on veut créer à travers la socialisation en milieu scolaire, bien sûr. Oui, bonjour. OK. Bon, c'est la première fois que je prends le micro de même. Premièrement, merci beaucoup pour la présentation. C'était super apprécié, puis c'était vraiment intéressant. Mon questionnement, c'était plus par rapport, on parlait un petit peu des médias, quoi que ce soit, mais aussi, je voulais juste... je sais pas si c'est une question, commentaire, quoi que ce soit, mais par rapport aux médias sociaux, comme par exemple comme TikTok, quoi que ce soit, que c'est facile justement de tomber dans un certain comme silo. Parce que c'est fou, en tout cas, commentaire comme ça, c'est fou à quel point les conspirationnistes, les personnes qui font des speeches genre féminicides, etc., puis tout ça, c'est comme un gros combo, puis que ça finit que tu tombes vraiment facilement là-dedans. Puis j'ai justement, malheureusement, une amie qui est tombée là-dedans, qui était devenue comme conspirationniste, puis que aussitôt qu'il y a eu justement, avec l'historique justement des comptes qui est arrivé, elle est tombée comme directement là-dedans, puis elle a commencé à partager des trucs anti-drag queen. Donc, c'est tellement fou à quel point comme c'est facile de tomber là-dedans. J'avoue que sur le coup, malheureusement, mon premier réflexe, c'était de la bloquer parce que je voulais plus voir ça. C'est vrai que, comme avait dit justement Donald, l'idéal, c'est essayer de parler avec la personne, mais des fois, c'est ça que je me posais la question, c'est quand la personne est vraiment enfoncée là-dedans, comme je dis, conspirationniste, masochiste, en tout cas, tout le gros pack-là, on va dire ça, genre, comment on peut intervenir d'une certaine façon, ou est-ce qu'il y aurait... c'est vraiment une grosse question super large, là, mais c'est juste que... C'est quoi qu'on pourrait faire d'une certaine façon? Comme oui, il y a les sensibilisations, comme dans les écoles, quoi que ce soit, c'est super important, mais est-ce qu'il y aurait peut-être d'autres démarches pour éviter justement que la personne qui, par exemple, regarde juste TikTok et qui voit juste ces informations-là, comme je dis, c'est l'algorithme, pour l'avoir testé quelquefois, est vraiment comme assez plus précis que comme Facebook, etc. Donc, c'est ça, je sais pas. Bref. Vous avez compris? Oui, mais en fait, vous ouvrez une question hyper intéressante. Oui, merci pour la question. Puis en fait, j'ai rapidement comme deux sujets en tête qui font référence à je ne suis spécialiste d'aucun. Alors malheureusement, je ne pourrais pas répondre, mais c'est vrai qu'il y a quand même de plus en plus de travaux critiques sur les algorithmes et la manière dont ça influence beaucoup ce à quoi on est exposé. J'ai un collègue à l'Institut national de recherche scientifique qui travaille sur cette question-là, notamment.
mais c'est pas mon champ, malheureusement. Puis l'autre, en fait, il y a aussi des collègues qui travaillent sur la prévention de la radicalisation et les mécanismes aussi qui sont impliqués, pas juste les mécanismes par lesquels on entre dans cette radicalisation, mais aussi les mécanismes par lesquels on en sort et le type d'éducation dont on a besoin. Malheureusement, c'est aucun de mes champs, ces deux questions, mais vous avez tout à fait raison de poser, de soulever cette question-là parce que c'est probablement au cœur, en fait, de ce qu'on voit se dérouler devant nos yeux. Oui, c'est très juste. Merci. Merci encore une fois. Puis merci pour les réponses aux questions. C'était pas facile tout le temps. Hein? C'est un sujet qui est émotif, là, puis c'est un sujet que des fois on se dit comment il y en a tellement, comment on va y arriver. Ça fait que on a au moins des pistes de réflexion. Je pense qu'il va falloir qu'on continue à travailler. Est-ce que vous auriez quelque chose à nous dire avant que je fasse une conclusion brève? J'ai pas mal parlé. Non, je vais vous laisser conclure, mais je vous remercie encore de l'invitation. Merci d'avoir accepté de venir. Merci beaucoup. Je pense que, puis je vais d'une pensée personnelle, mais je pense qu'on va avoir intérêt à réfléchir sur comment on va contrer ces discours-là de façon plus large, parce que j'ai l'impression que la vague, là, on ne l'avait pas vu venir aussi forte qu'elle est là. Puis même au travers de nos membres, on vit cette vague-là à travers de nos membres. Fait que ce discours-là, transphobe, homophobe, raciste, misogyne, transpire dans des endroits où on ne se serait pas attendu de l'entendre. Et ça c'est épeurant. Peut-être, en terminant, là, vous dire qu'à la CSN, on fait d'autres choses aussi. Ça fait que, dans un premier temps, ce soir, il y aura un 5 à 7 LGBT du CCMM, donc vous êtes conviés. Je vous convie aussi à remplir l'étude dont Martin nous parlait. Je l'ai faite, moi, hier. J'ai rempli, c'est pas très long, 20 minutes. Fait que ça se fait bien. Et la partager. Et la partager. Fait que je ferai mon bout, là, je la partagerai. Vous irez voir ma page Facebook, puis vous remplirez ça. Et aussi, je voudrais vous dire que, à la CSN, vous savez, on a le comité LGBT qui travaille au niveau confédéral, mais on est aussi acteur dans d'autres organisations. Entre autres, on siège à la table de lutte contre l'homophobie et la transphobie dans les réseaux de l'éducation avec Martin, qui participe à l'occasion. Et donc, je voudrais féliciter Dominique, qui est une membre du comité LGBT qui œuvre dans la communauté depuis longtemps et qui a été mis en candidature, qui a été nominé, en fait, pour le prix d'action LGBT du Bureau de lutte à l'homophobie et la transphobie, catégorie hommage. Alors, bravo, Dominique. De nombreuses années d'acharnement à faire connaître les droits, puis à éduquer et à informer les gens. Fait que je pense que c'est amplement mérité. Fait qu'on avait une belle opportunité de pouvoir le partager avec tout le monde ici. Fait que bravo, félicitations. Et on va vous réinviter dans d'autres activités au fil du temps. Demain, c'est le 17 mai. Je vous encourage à afficher, en tout cas, le fait que vous êtes alliés. J'imagine que si vous êtes assis ici avec nous ce midi, c'est un signe. Alors, je vous invite à l'afficher parce que je pense que la communauté a besoin du courage des alliés pour passer au travers de cette vague-là. Je pense que ça ne peut pas juste être des personnes lesbiennes, gays, bi ou transgenres qui prennent la parole. Je pense qu'il faut qu'il y ait des gens de l'extérieur aussi qui viennent dire, que le respect, la dignité, puis le droit de vivre sans avoir peur toujours, puis sans regarder par-dessus notre épaule, c'est pas juste pour les hétéros cisgenres, c'est pour l'ensemble de la société. Fait que je pense qu'on a le devoir de le faire, puis de continuer la lutte qu'on fait, puis comme alliés, puis on va d'ailleurs
On va d'ailleurs réfléchir à comment on peut aller réinterpeller les syndicats pour agrandir notre réseau d'alliés à la CSN, pour s'assurer que les gens se sentent dans des espaces sécuritaires quand ils sont au travail, puis qu'ils ont au moins un endroit pour aller dénoncer s'il leur arrive des violences au niveau du travail. Alors voilà, je pense que j'ai fait le tour. Fait que je vous remercie beaucoup. Merci à vous d'être venus ce midi. Ça a été fort intéressant. Merci en ligne. On avait des gens en ligne. Fait que merci aux gens en ligne de nous avoir écoutés. Tu fais de la pub pour demain? Tu peux, mais... Rapidement. En fait, demain, qui est la journée internationale, je voudrais juste vous dire que le CHUM a premièrement un nouveau comité LGBT, donc qui va inaugurer demain. Ils ont une journée kiosque près de la cafétéria. Il y a l'hôpital Sainte-Justine aussi, qui fait depuis plusieurs années, fait aussi une journée kiosque. Fait que si jamais vous êtes dans le coin, vous voulez passer les voir. 14h30 à la place des spectacles, des festivals, il va y avoir une marche à reculons qui est organisée par la Fondation Émergence et il y a un 5 à 7 du syndicat de la PPA chez Mado demain soir.